Je voudrais commencer par remercier parce que là, une journée sur l'indiscipline, j'enseigne une discipline, l'histoire, donc je suis un disciplinaire. On a parlé à la présentation d'une certaine volonté d'anti-intellectualisme. On invite à ouvrir la journée par un prof à la Sorbonne. Donc en fait, je suis le bouc émissaire. Voilà. C'est sympathique, c'est aimable. J'ajoute quand même qu'aujourd'hui, avec l'époque de la visioconférence, le matin, nous n'avons plus que 4 ou 5 étudiants dans des amphis de 600. Là, je vois un public. Merci Camille. Je retrouve un public. J'ajoute que le soir, on fait parfois des conférences du troisième âge, on m'invite, etc. Donc, généralement, je vois des gens, mais moyenne d'âge de 75 ans, je retrouve des jeunes. Je ne les voyais plus que pour les partiels. Merci les jeunes. Et enfin, généralement, quand j'interviens à Paris, à Cannes, à Orléans, on me dit le maire va venir et c'est l'adjoint à la culture qui vient. Parce qu'évidemment, comme moi, je travaille sur le rire ou sur le bistrot. Et là, ce matin, j'ai un vrai maire. Donc, merci de m'avoir invité à un endroit où il y a des jeunes, où il y a un public, où il y a un maire. Vraiment, merci. Et en espérant donc maintenant que pour cette demi-heure qui ne fait déjà plus que 28 minutes, j'ai mal commencé mon propos, je sois pas trop pénible, pas trop ennuyeux. Alors, aux origines de mon propos, il y a en fait deux choses. Il y a d'abord une réflexion sur le lieu cabaret, c'est-à-dire que je ne vais pas vous faire une histoire du cabaret, là, parce que là, c'est la journée, mais je vais essayer d'avoir comme fil rouge le fait que le cabaret, parfois, sorte des murs. Il sort des murs et c'est quand il sort des murs qu'il devient anarchique, qu'il devient politiquement gênant. Et c'est à ce point vrai que, je vous ferai remarquer, à la sortie de ce théâtre, qui est quand même ancien, récemment, ils ont construit un hôtel de police absolument monstrueux. Donc, vous voyez que le théâtre est toujours indiscipliné, puisque à côté, quand même, il y a l'hôtel de police. Eh bien, c'est ça. Mon propos, c'est un peu ça que je vais vous conter aujourd'hui. Alors, mon propos commence en 1815. En 1815, c'est la terreur blanche, c'est-à-dire que le roi absolu revient sur Paris et que tout est cadenassé. On se bourre la fiole et on crie « Vive la République » au comptoir et on a 2 ans de galère. Et ce n'est pas une blague. Donc, en fait, on va s'apercevoir que la résistance, à une époque où la politique est cadenassée, où la presse est cadenassée, où toute sortie publique est cadenassée, où l'ivresse est cadenassée, où la délation règne, eh bien la résistance va venir des chansons. Et c'était l'époque où l'on chante et où l'on fait goguette, c'est-à-dire on s'amuse tout en mangeant. Et ce qui était de l'ordre de la coutume va demeurer à l'identique en milieu rural, mais s'organiser de façon tout à fait nouvelle en ville pour une véritable culture de la goguette, qui est une culture de la résistance. C'est un phénomène qui conforte le débit de boisson comme l'écosystème essentiel à la fois de la chanson populaire et de la résistance républicaine, tout en conférant à celle-ci une capacité inédite d'acculturation politique. La chanson se fait politique et diffuse des idées subversives. Alors, qu'est-ce qu'une goguette? Évidemment, à ne pas confondre avec la guinguette. Bon, ce sont, nous dit le grand historien de la chanson Philippe Dariulas, ce sont des sociétés chantantes solidement établies à Paris pendant les monarchies censitaires et fréquentées par un public essentiellement populaire. Dariulas date de 1818, la première mention du terme dans les archives de police, et précise que chaque participant devait présenter à l'assistance une chanson qu'il avait écrite et qu'il fallait interpréter sur un air connu. Encore faut-il bien séparer évidemment les cafés où chantent les consommateurs, acteurs de leur propre spectacularisation au sein de leur sociabilité, et les cafés où le chant est spectacle, café-concert. Ici, nous ne parlons pas du café-concert. Parlons bien de la goguette. Les goguettes tiennent séance, en général, le samedi soir entre 20h et minuit, la veille du dimanche ou du lundi, souvent chômé. C'est un phénomène de la grande ville, Paris, Lyon ou des centres ouvriers. Les cafés accueillent toutes sortes d'artistes ambulants et orchestres de passage, de modestes cafés où tours de chant et concerts s'improvisent sur des planches de fortune, dans un espace théâtral rudimentaire, généralement situé dans les arrière-boutiques ou les sous-sols, ou les cabarets. Les cabarets au sens débit de boisson. Le terme cabaret en tant que
lieu artistique commencera à Montmartre avec le Chat Noir, et nous le verrons tout à l'heure. Ou cet après-midi, si je suis encore en train de parler cet après-midi. Souvent bricolées avec des billards accolés les uns aux autres, les scènes flanquées d'un décor tout aussi sommaire qu'une toile peinte reçoivent les artistes qui improvisent autour de l'actualité sociale et politique des représentations dramatiques et lyriques. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cabaret, en fait, devient le lieu refuge de tous ceux que le nouvel autoritarisme politique ne cesse de poursuivre. Que ce soit la Restauration, que ce soit la monarchie de Juillet, que ce soit le Second Empire, eh bien, les chanteurs de rue, le théâtre de Tréteau rentre dans les théâtres à l'intérieur des murs, pour la naissance du théâtre écrit, mais Alain Vaillant pourra en parler mieux que moi. Les battleurs sont interdits, les forains de tout poil sont interdits, les musiciens, les artistes, les chanteurs ambulants sont interdits, les roulottes du capitaine Fracasse sont interdits, et pour l'hygiène, on interdit les spectacles d'animaux, et contre la subversion, on interdit aussi le guignol, le spectacle de guignol et les marionnettes. Et donc, en fait, vous comprenez bien que cette résistance par la chanson se place dans une époque d'interdit qui va couvrir tout le 19e siècle avec des éclipses. Entre 1830 et 1835, il y a une éclipse. Entre 1848 et 51, il y a une éclipse. Mais tout ça n'est finalement qu'une espèce de chape de plomb qui s'abat jusqu'à la naissance de la République dans les années 1880. Alors, comment on fait goguette à l'époque? Je vous ferai remarquer, là en haut, vous avez une goguette, et là en bas, vous avez un discours politique. C'est tout à fait étonnant, parce qu'en fait, c'est la même chose, vous voyez. Donc, bon, à cette époque, témoignage de l'époque, à cette époque, un nommé Baleine venait d'ouvrir un établissement modeste rue Montorgueil, au coin de la rue Mandar. Il fallait passer par une boutique encombrée de poissons et viandes pendus au croc pour arriver au lieu de la réunion. Il y avait à peine 1 an que cette société existait et que l'on disputait les chambres voisines de celles où les épicuriens buvaient et chantaient, pour les entendre. On retenait un cabinet 2 mois à l'avance pour le seul plaisir d'entendre quelques refrains à travers une cloison mal jointe. Quel bon temps! C'est un nommé Nicolas Brasier qui témoigne ainsi. Le roi du genre, Pierre-Jean de Béranger, la voix du peuple, est le maître de la goguette. Béranger, comment vous dire? Béranger. Béranger, c'est l'artiste et sans doute la personnalité culturelle la plus connue du 1er 19e siècle. C'est vraiment la star absolue. Et alors il tient ses assises chez la mère Saguet, le havre des libéraux et des romantiques, autour des années 1830, où il anime la Société des Joyeux. Bon. Et vous voyez, c'est à ce point extraordinaire qu'un jour, en 1848 justement, vous avez le grand historien Jules Michelet qui rencontre le grand homme politique de gauche qui s'appelle Ledru-Rollin, et ils se disent en 1948, on a un problème. En fait, on est un peu des élites déconnectées du peuple. Si, en 1948, on dit déjà ça. On est, à gauche, déconnecté du peuple. Évidemment, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on a du mal à imaginer. Aujourd'hui, des élites de gauche déconnectées du peuple, évidemment, c'est tout à fait impossible. Mais, à l'époque, ils ont conscience d'être déconnectés du peuple. Et comme ils ont un sens politique un peu plus développé que les hommes politiques d'aujourd'hui, au lieu de faire genre on va à la télé chez un humoriste ou un battleur du groupe Bolloré qui vient d'être interdit sur une chaîne qui vient d'être fermée, au lieu de faire ça, ils vont voir Béranger et ils lui disent, Michelet lui pose cette question énormissime, Monsieur Béranger, nous voudrions avoir un cours sur le peuple. Apprenez-nous le peuple. Je rêve d'un homme politique de gauche qui aille dans un cortège gilet jaune en disant « S'il vous plaît, je voudrais comprendre ». Mais non, les hommes politiques d'aujourd'hui ont tout compris, bien sûr. Ils tweetent. Ils ont le tweet savant. Et bien, vous voyez, à l'époque, on demande « Qu'est-ce que le peuple ?» et on demande ça aux gens qui font de la goguette. Et vous avez évidemment cette posture absolument extraordinaire. Alors, continuons en matière politique avec un petit chant comme ça, un petit chant local que je voulais vous montrer.
En 1888, le futur maire de Lille, Gustave Delory, se fatigue d'entendre sempiternellement la chorale du Parti ouvrier français local, qui s'appelle La Lyre des Travailleurs, c'est tout un programme, ressasser toujours les mêmes chansons révolutionnaires sur la mort de la Commune. Voilà, bon, bref. Il se tourne alors vers des compilations de poèmes anciens et tombe sur un poème d'Eugène Pottier qui s'appelle L'Internationale. Il se dit « Tiens, c'est joli ça !» Et comme il se dit « Tiens, c'est joli ça !» Eh ben, il va justement prendre le texte et demander à des musiciens qu'il connaît, les frères Degeter, de lui faire une musique. Alors, les frères font la musique et ils trouvent que c'est joli aussi. Degeter est un modeleur de bois, musicien autodidacte, qui dirige un orphéon populaire. Et Degeter va de kermesse en kermesse le dimanche en tirant un harmonium placé dans une charrette à bras. Donc Degeter fait la musique de ce chant de Pottier et il l'expérimente le dimanche dans la rue sur l'orphéon qu'il traîne sa charrette à bois. Bon, c'est quand même tout un programme hein, pour la naissance de cette petite chanson. Et Delory trouve effectivement que c'est très réussi et il le fait chanter dans son cabaret un soir et ça marche très bien. L'Assemblée reprend moult fois le refrain que je ne chanterai pas. Et non, et les chopes défilent. Au passage, d'ailleurs, les chopes, hein, bon, ouais, enfin, passons. Mais on aurait pu prévoir un peu quand même une tireuse à bière. Je dis ça, je dis rien. Le dimanche suivant, rebelote à l'estaminet. L'estaminet, la liberté, où la société chansonnière a ses habitudes. La chanson s'enracine, mais c'est en 1893 qu'elle va trouver un écho décuplé lorsque les mineurs du Nord l'entonnent à l'occasion de l'enterrement de Louise Michel. Et ce n'est qu'un début. En 1896, le 14e congrès du Parti ouvrier français se tient à Lille et se voit attaqué par une manifestation de nervis nationalistes qui entonnent, pour couvrir les chants des ouvriers, une marseillaise martiale disant que l'étendard sanglant est levé et qu'il faut aller en Ukraine pour se battre et que la guerre c'est bien et qu'il faut monter les budgets de la défense. Et que fait du coup la chorale ouvrière? Les ouvriers se déploient à l'horizontale et entonnent une internationale de combat qui résonne jusqu'aux côtes de Douvres. La bataille sonore est remportée haut la main par le prolétariat. On applaudit. Ce qui me permet, ça ne marche pas, ce qui me permet, ah là là, je suis allé trop loin. Je suis allé trop loin. J'ai sauté Guignol, si j'ose dire. Voilà. Non, c'est en arrière. Voilà, c'est là. Donc, ce qui me permet, merci Camille, ce qui me permet d'arriver à Guignol. Les théâtres de marionnettes ont été interdits à Paris depuis 1835, car trop subversifs. Et donc, à Lyon, vous avez un théâtre de Guignol qui a été aménagé dans un café, en l'occurrence un établissement de la rue Noire, l'actuelle rue Stella, avec lequel Laurent Mourguet a passé un accord. Même si la salle n'est pas interdite aux enfants, il est tout de même évident que le spectacle s'adresse en priorité à une assistance adulte qui ponctue les effets de Pantin par de larges rasades et des applaudissements. Cet engouement nouveau est inséparable du lieu qui l'accueille, ce qui amène les chercheurs à conclure que le personnage échappe à son créateur, car les spectacles de Guignol se multiplient dans les cabarets lyonnais. Le succès de Guignol lui vaut de figurer en première ligne des spectacles interdits au lendemain du coup d'État du 2 décembre 1851. Ce qui m'entraîne à vous faire remarquer quelque chose, c'est d'abord l'importance de Guignol comme personnage emblématique de la culture satirique imprimée. Et ensuite, puisque ici, il y a beaucoup de spécialistes de la marionnette et de l'exercice de la marionnette, vous avez tous lu un certain nombre de manuels, même des manuels anciens sur la marionnette, et ce sont des manuels artistiques, ce sont des manuels esthétiques, ce sont des manuels techniques, ce sont des manuels qui retranscrivent la genèse des personnages de la marionnette, des marionnettes. À ma connaissance, et peut-être que je me trompe, et peut-être que tout à l'heure vous me contredirez, mais il n'existe pas d'histoire politique de la marionnette. Ce qui déjà en soi, me semble-t-il, est un indicateur. Alors j'arrive à ma deuxième partie,
qui est aux origines du cabinet Montmartre 3, les hydropathes. Le cabaret artistique n'est rien d'autre au départ qu'un mode de promotion détourné d'artistes débutants en marge des réseaux de visibilité. Cette autopromotion de l'avant-garde bohème est à la fois fascinée par la génération précédente, génération du milieu du XIXe siècle, Murger-Daumier, et en rupture avec la société qui l'accueille. Et donc, au lendemain de la Commune, cette société de jeunes en Genèse va aboutir à un mouvement en 3 temps. D'abord, le choix de l'imprimer, presse, affiche, illustration, comme mode d'expression artistique, avec le souci d'élargir les publics, donc démocratiser l'art. Ensuite, la volonté de prolonger la performance dans la rue, avec le carnaval comme modèle revendiqué. Enfin, le choix du débit de boisson comme repère. Et ça va être, en 1878, la naissance des hydropathes. Alors, il faut s'imaginer le quartier latin à l'époque comme totalement cadenassé par la police. Je rappelle que la Commune a fait, en fonction des historiens, entre 3 000 et 30 000 morts. 3 000 morts, c'est beaucoup. 30 000 morts en 5 jours, c'est à peu près des rythmes cambodgiens en termes de génocide, hein, avec les baïonnettes de l'époque. Donc, 3 000, 30 000, on ne va pas rentrer dans une querelle de chiffres, ça a été un massacre, la semaine sanglante a été un massacre épouvantable. Et le souvenir de la Commune est totalement interdit. Et c'est dans une ville totalement cadenassée par cette interdiction, dans un quartier de jeunes totalement cadenassé par cette interdiction, avec des délateurs partout, avec des dénonciateurs partout, avec de la police partout, des mouchards partout, que les jeunes vont essayer de surgir et d'accompagner la République qui s'installe peu à peu par un biais démocratique dans cette décennie de 1870, d'accompagner la République par une sorte d'hymne à la joie et aux libertaires. Alors, ce 5 octobre 1878, le premier étage du café Rive Gauche, à l'angle rue Cujas, boulevard Saint-Michel, hein, si vous voulez y retourner, est soudain envahi par une bande de potaches, pensionnaires du lycée Saint-Louis, qui, durant leur dernière heure de liberté, se ruent sur le piano en hurlant la Marseillaise des Vidangeurs. Alors, la Marseillaise des Vidangeurs, c'est une chanson très jolie, qui a été un petit peu oubliée, et c'est bien dommage. Je n'en connais que le premier vers. Amis, pressons la pompe à merde, le jour se lève à l'horizon. Ce qui est d'une poésie quand même assez champêtre, assez sympathique. On imagine la remontée du boulevard vers l'internat, tant pis pour les pions. Quelques-uns demeurent, comme, il est déjà plus vieux, hein, c'est plus un étudiant, Émile Goudot, le poète Maurice Rollinat, Charles Cros, qui fait de la recherche scientifique en même temps, et une gloire du quartier latin, un ancien communard, André Gilles. Il réserve la salle pour la semaine suivante, et Paris gagné, 75 personnes se pressent pour assister à la naissance des hydropathes. Ils sont expulsés et s'établissent au Chéri Cobler, où ils vont rester quelque temps. Et alors là, la patronne, Joséphine, décide de jeter l'éponge. Elle en a marre, donc elle ferme le Chéri Cobler et part se reposer. Elle ouvre un saloon au Texas pour se reposer. Je vous jure, hein, c'est pas une blague. Elle est partie au Texas ouvrir un saloon pour se reposer des hydropathes. Bon, alors ils vont après rue Cujas, à Jussieu, chez Colson, et se multiplient. 70 membres et plus de 200 convives. Les lieux sont vite submergés, on continue dehors. Les patrons de brasserie reçoivent des consignes de la préfecture, les interpellations se multiplient. L'accès aux séances des hydropathes est libre, y entre qui veut, y compris les femmes d'ailleurs, ce qui à l'époque est rare. Et il se dote d'un journal. Vous voyez quand même l'importance du masque, hein, c'est aussi important par rapport à la culture carnavalesque. Alors, la description du déroulement d'une séance. Le public est prêt, des commissaires passent dans les rangs pour recueillir les noms de ceux qui veulent se présenter sur scène, et l'ordre de passage est organisé de façon à alterner la musique et les vers, le ton gai et le ton triste. Mais cela commence toujours par Émile Goudot ou quelqu'un d'autre qui va réciter un poème d'Émile Goudot, Le chant des Polonais, poème en vers, qui est en fait la poésie emblématique de tout ce mouvement qui va mener au Chat Noir. C'est un texte qui est séminal, qui est invraisemblablement populaire dans la bohème estudiantine et qui est évidemment un pastiche du théâtre Pompier, un pastiche de Victor Hugo, et en même temps, Émile Goudot a répondu au pari qui était de mettre dans ce récit en fait, d'une marche sur Paris
qui est devenue la capitale des buveurs d'eau. C'est le prince Jean Soulografiewski, qui, duc de Pologne et de Ruthéne, etc., et qui marche sur Paris pour prendre de force la capitale, qui ne boit plus que de l'eau, et y apporter le vin et la bière. Bon. Et en fait, le but d'Émile Goudot, c'est de mettre dans le poème tout le nom des alcools qui se trouvent dans les cabarets qui les accueillent. Ce qui fait un texte absolument génial, mais génialissime, que je vous conseille. J'ai failli le lire, et puis après, on s'est dit que non, finalement. Tour à tour, défilaient poètes, monologuistes, acteurs ou chanteurs, pianistes ou violonneux. La chose ainsi présentée a l'air d'une simplicité extrême, mais non. En fait, les musiciens veulent accaparer l'attention, tandis que les poètes supportent à peine les gammes chromatiques parfois encombrantes. Les monologuistes gays ont en horreur les poètes qui font du drame, qui ont eux-mêmes en horreur ceux qui font des mots, etc. Tandis que les politiciens de l'Assemblée, ceux qui essayent de mettre un petit peu de politique là-dedans, foutent un bordel monstre. Et je vous passe les tenants de la sonate allemande. C'est une description de l'époque. Hein. Les pianistes exaspérés auraient ainsi dévoré volontiers 2 ou 3 patriotes. Quand on joue une sonate de Chopin dont on fait un pastiche, on dit mort au Boche. Enfin, c'est une histoire absolument... Bref. Les fumistes ayant à leur tête le redoutable Sapec ne songeaient qu'à se gausser de tout, tandis que des hiérarques convaincus poussaient le bureau présidentiel à tenir haut et ferme le drapeau de l'art. C'était une série de conflits intestinaux où le public se laissait prendre. Bref, c'est un bordel généralisé. En fait, c'est vraiment ce club des hydropathes, ce club itinérant, c'est un bivouac de l'avant-garde. Et c'est vraiment là que va s'improviser la bohème montmartroise, et un genre dans lequel Charles Cros et Alphonse Sallet excelleront, et un genre complètement oublié aujourd'hui, c'est le monologue. Il consiste à raconter à la première personne, ou mieux à jouer, une histoire plus ou moins longue, plus ou moins sérieuse, et c'est là où justement la lecture des Polonais est importante, et c'est là où il faut comprendre, les Polonais se terminent simplement au début du siège de Paris, c'est-à-dire qu'en fait, théoriquement, le propos va commencer quand le poème se termine, et j'ai la conviction que toutes les séances des hydropathes commençaient par la reprise du défi de continuer les Polonais en improvisant un poème, c'est-à-dire une sorte de cadavreski sur la base du texte de départ d'Émile Goudot, qui donnait le point de départ, en fait, de toute la soirée chansonnière, monologuiste et poétique. Et là où c'est intéressant, c'est que du coup, cela invite le public à participer. Et je crois que c'est un élément absolument capital du cabaret avec la sortie des murs, c'est le fait de faire participer le public. Alors évidemment, les hydropathes explosent victimes de leur succès, et le groupe éclate en plusieurs sous-groupes. Vous avez les fumistes, dirigé par l'illustre Sapec. Alors, si vous voulez, je reviendrai l'année prochaine vous faire 1 heure sur l'illustre Sapec, parce qu'il y a à dire. Hein. D'où le terme fumisterie. Vous avez les hirsutes de Émile Goudot. Alors, Émile Goudot crée le club des hirsutes. Vous avez les mécénéoliens, ceux qui font s'envoler les mécènes. Vous avez les homards, qui sont poil aux pattes, P-A-T-H-E, donc aux cheveux longs. Vous avez le cercle des harençors épileptiques. Alors, je cherche partout des archives sur les harençors épileptiques. Si certains ont des documents, je suis preneur. Les bandapartistes, qui sont dirigés par Félix Décory, qui terminera tristement sa vie comme secrétaire général à l'Élysée. Les Gaulois rieurs de Jules Jouy, le cercle des dîners de la soupe et le bœuf, qui édite le journal des merdeux. Enfin, vous voyez que tout ça est une véritable catastrophe. Vous voyez toujours la thématique du masque. Et vous voyez les choses que l'on peut faire qui sont tout à fait intéressantes. Évidemment, lu par une femme, c'est mieux. Il faut toujours faire participer le public. Il y a quelqu'un qui veut tenter? Lâche. Donc, je passe. Donc, là-dessus, en fait, vous avez aussi la Ligue des anti-concierges, et les sorties de la Ligue des anti-concierges sont absolument fantastiques, c'est-à-dire qu'en fait, les anti-concierges se déguisent
en bignole, se déguisent en concierge et ils vont tirer les cordons, en fait, ils vont sonner à toutes les portes jusqu'à ce qu'on appelle la police. Et après, alors certains se déguisent en reîtres du Moyen-Âge, coiffés de morions armés d'arquebuses, d'épées à deux mains, étendards déployés. Nous chantions le fameux chœur des séraphins jusqu'à ce que le guet nous agresse. La police, voyant les jeunes insurgés à l'équipement mi-civil, mi-guerrier, était alertée par la population inquiète et nous nous retrouvions au poste. Ce sont les souvenirs d'un des peintres bohèmes de l'époque, Adolphe Villette. Bien. Donc, en fait, vous voyez que déjà, là encore, la sortie du cabaret et le déguisement restent tout à fait c'est vraiment important. Principe, vraiment primordiaux. Donc, nous avons en fait maintenant 3 exemples par lesquels je vais terminer mon propos. Il va survenir un curieux phénomène, c'est que tout le monde va monter à Montmartre. Mais tout le monde va monter à Montmartre, en fait, en suivant le trajet de l'omnibus, le Pigalle à Louvain. Aujourd'hui, le 67, pour ceux qui connaissent Paris. Et le Pigalle à Louvain est surnommé le Pigalle au vin. Il est pris d'assaut par les jeunes bohèmes qui transforment l'impérial en une espèce d'espace charivarique autonome. Et évidemment que le conducteur et le poinçonneur ne sont pas assez nombreux pour les en empêcher et qu'on ne va pas appeler la police à chaque fois. Donc en fait, tout le monde sait qu'à partir d'une certaine heure, vous avez 30 ou 40 jeunes qui prennent l'impérial, qui donc s'arrêtent au dernier arrêt du Pigalle au vin, en face du lycée Edgar Quinet, où je fus comme le tonneau. Hein. Et bref, il faut trouver un lieu là-bas. Et le lieu, en l'occurrence, ça va être la Grande Pinte. Fondé par Laplace, considéré par certains comme le père de Montmartre, il fut le premier à ouvrir un établissement où les peintres rencontrent des écrivains, des poètes, des musiciens. Son but était que les artistes donc se rencontrent et que chaque établissement devait avoir sa physionomie particulière appropriée aux habitants. Le décor, écoutez-moi bien, fut fourni par un concierge de la rue Bochart de Saron qui travaillait à la manufacture des Gobelins. Au mur, des tapisseries, sur un comptoir, de la vaisselle et des objets, soi-disant du XVIe siècle, en fait, des décors de théâtre récupérés. Au mur des tapisseries, au milieu de toiles de jeunes artistes, donc d'artistes en herbe, ou d'André Gide, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et tout ça est en fait un espace complètement anarchique dans lequel on se déguise en entrant. C'est-à-dire qu'ils ont des costumes de théâtre, et on entre dans la peau, généralement, d'un jeune du Moyen-Âge, d'un jeune escolier. On voue un culte à François Villon, etc., etc. Donc, la Grande Pinte, tout le monde dit, on va chez Laplace. Et Laplace va vite, évidemment, comme il sert à boire gratos à tout le monde, il fait faillite en quasiment 1 an, et il va être remplacé par le cabaret L'Âne Rouge, dont d'ailleurs le petit mosaïque existe toujours, qui aujourd'hui est un restaurant hongrois qui s'appelle le Paprika. Et si vous passez au Paprika, dites bonjour à Mathias et venez de ma part, il vous offrira peut-être l'apéro, d'ailleurs probablement. Et même si je ne suis plus parisien, j'ai laissé un certain souvenir au Paprika. Et en gros, L'Âne Rouge est fondé par le frère de Rodolphe Salis, Gabriel Salis, qui en fait l'anti-chat noir. Et alors, ce qu'il y a d'intéressant, vous voyez, c'est tout ça, c'est de la gaudriole, c'est très bien. Mais vous voyez, je vous ai sorti donc un petit dessin d'époque de Le Petit sur quelqu'un qui déclame ou qui fait un discours politique, on ne sait pas, à L'Âne Rouge. Et regardez le détail là-haut. Le détail là-haut, c'est, vous voyez, une toile qui se trouve tout en haut à droite de la petite image. Et en fait, c'est la toile de Villette qu'on n'a jamais retrouvée, qui s'appelle La Fédérée, et qui montre en fait une fédérée, une communarde assassinée par les sbires du général marquis de Gallifet lors de la Semaine sanglante. Et donc vous voyez que cette joie, en fait, elle est connotée d'un message politique qui est d'une violence inimaginable. Et ça, il faut bien le comprendre. Et donc on est encore dans une réflexion sur le lieu qui est aussi marquée par la décoration du lieu. La décoration du lieu, c'est ce fameux André Gide. Alors, pardon pour... là, c'est vraiment très pré-MeToo. Hein, mais donc, André Gide, qui décore les cabarets et qui inaugure, en fait, toute une série de décorations des cabarets qui est, en fait, une subversion de l'art bourgeois. De l'art bourgeois du bon goût,
et de la sociabilité voulue par les élites, etc. etc. Bon, donc nous arrivons évidemment au Chat Noir. Le Chat Noir est fondé en 1881 par un ancien massier des Beaux-Arts, Rodolphe Salis, qui perçoit à la fois les innovations de la place et les raisons de son échec. Salis monte son cabaret avec Goudot, Villette et Alphonse Allais, et c'est un triomphe, avec en plus un journal. L'avarice de Salis provoque rapidement une rupture dans la rédaction du Chat Noir. Les scissionnistes menés par Villette s'installent avenue de Truden, à l'Âne Rouge et à l'Auberge du Clou, comme je vous disais tout à l'heure, mais à l'Âne Rouge surtout. Et Rodolphe Salis connaît de plus en plus de problèmes, car au 84 boulevard Rochechouart, où il s'est établi, il est victime d'attaques de souteneurs qui ne supportent pas que leurs pensionnaires, que les prostituées, aillent trouver refuge au Chat Noir, où les peintres les accueillent en tant que modèles et leur donnent la protection de l'atelier. Donc les souteneurs vont trouver que sortir les filles de la prostitution est insupportable et ils vont attaquer au couteau. Et un soir, il y a un mort. Donc Salis décide de déménager le Chat Noir et il va faire un déménagement public en sortant dans la rue et en créant une procession charivarique. Et cette procession charivarique, elle s'ouvre par 4 gardes suisses à la torche qui portent le tableau de Villette, l'enterrement, le Parce Domine, qui est en fait la vie et l'enterrement de Pierrot. Et vous avez donc un cortège charivarique qui est ouvert par une procession charivarique qui s'orne d'un tableau qui lui-même est une procession charivarique et qui est à la fois un hymne à la joie, à la subversion, à la gaieté, à l'humour, et un hymne à la mort. Donc vous voyez que là, on a véritablement tout. Alors, j'avais un descriptif, mais Camille Payet est en train de regarder sa montre et je sens les premières gouttes de sueur perler en haut de son front. Donc, l'originalité de ce défilé, outre la pompe et les costumes, relève déjà un peu de l'habitude pour la population du quartier des Martyrs qui connaît un peu les artistes. Mais voici donc une toile aux dimensions imposantes. Elle est au musée de Montmartre. La toile fait plus que l'écran. Hein. La toile est plus grande que l'écran. Et donc voici une toile qui fait irruption dans la rue, phénomène remarquable de la part de ceux qui se réclament d'un art populaire déterminant une pédagogie esthétique à destination du peuple. Et tout à l'heure, on parlait de démocratisation de l'art. Et le cabaret qui sort dans la rue, c'est la démocratisation de l'art. Et justement, de la pédagogie esthétique à la pédagogie politique, il n'y a qu'un pas qui est franchi par la revue de presse politique d'Alfred Le Petit. Alfred Le Petit, vous avez vu son dessin de l'Âne Rouge tout à l'heure. Alfred Le Petit, en 1884, va créer un spectacle au théâtre de l'Athénée. Il est composé de plusieurs numéros qui ont un grand succès, comme le journal parlé et une séance de caricature exécutée directement devant le public, par Le Petit. Le journal parlé mélange 2 engouements nouveaux du public contemporain, la lecture de la presse quotidienne et les revues de fin d'année qui, sous forme de tableaux parodiques joués dans les théâtres, reviennent sur les faits saillants de l'année écoulée. On a une pensée, Alain, pour Romain Piana, qui a travaillé sur ces revues de fin d'année dont raffole la population parisienne, qui est un peu le bêtisier, en fait, de fin d'année, vous voyez. En gros, le journal parlé, c'est la revue de presse de Guy Bedos. C'est exactement ça. Mais Le Petit va y ajouter les guignols de l'info. Il y a, alors pas des marionnettes, mais des caricatures faites sur le vif. Donc, il croque Sarah Bernard-Henri Rochefort, le président du Conseil, Jules Ferry, il les dessine et il les imite. Et il manipule des masques ou des objets à visée caricaturale. Donc, vous voyez qu'en fait, ce sont les guignols de l'info. Et le gars est à la fois un imitateur, c'est à la fois une sorte de manieur d'objet, ce ne sont pas exactement des marionnettes, c'est un des caricaturistes les plus connus de son temps avec André Gide et Villette. Donc vous voyez qu'on est, et c'est quelqu'un qui fait de la revue de presse comme Bedos, donc, ou comme Stéphane Guillon. Donc on est vraiment dans quelque chose, d'abord de syncrétique, c'est une synthèse de ce qui se fait aujourd'hui, et en même temps de très moderne. Vous voyez. Ce faisant, il s'éloigne dangereusement du domaine de la charge sur papier, de la presse, et qui vient de bénéficier de la législation de 1881, et se rapproche de l'univers du spectacle. Et dans l'univers du spectacle, la censure, elle, n'a pas été abolie. Donc, évidemment, les spectacles de Le Petit sont interdits, et cette interdiction
provoque une interpellation à la Chambre que le jeune député Clovis Hugues va faire et grâce auquel nous connaissons en fait par les archives l'existence d'un tel spectacle. Et je termine mon propos par Maxime Lisbonne, donc c'est la fin. Comme disait Tintin, c'est la fin lampion. Ah, ça, c'est vraiment raté, vous voyez, ça, c'est vraiment un effet. Mais ça, c'est raté parce que ça vient mal, puis c'est générationnel en plus, Tintin, vous ne connaissez plus. Bon, bref, je recommence. Maxime Lisbonne et ses différentes performances, son premier établissement, la Taverne du Bas. Alors, Maxime Lisbonne, c'est un ancien communard. C'est un ancien communard, on l'a baptisé le D'Artagnan de la commune, et c'est quelqu'un qui, sous la commune, a refusé d'être député, déjà ça part bien, et qui, en fait, ancien comédien, il avait fait aussi les Zouaves, et comme il avait une formation militaire, il a en fait monté avec tous ceux qui étaient sortis de prison, avec les pires qui avaient profité de la commune pour sortir de prison, il a formé des corps francs de la commune. Donc en fait, c'est véritablement quelqu'un qui a été dans l'action, il a été blessé, il a été déporté, il a failli perdre une jambe et il s'est battu sur les barricades, il est tombé sur le jeudi sur la barricade à 17h, sur la barricade de la Glacière. Mais les Versaillais ont tenté de le tuer, il a survécu et il est passé en procès et il a été déporté. C'est un des trois, avec Louise Michel et un autre qui est moins connu, qui a pris fait et cause pour les Kanaks lors de la révolte kanak en Nouvelle-Calédonie. Donc vraiment, Maxime Lisbonne est un mec extraordinaire. Et puis, donc, amnistie des communards en 82, il revient à Paris et il ouvre un premier établissement, la Taverne du Bagne, en 1885, à l'angle de la rue des Martyrs, toujours, et du boulevard de Clichy. C'est une baraque en planche à l'intérieur de laquelle Lisbonne, de retour donc du Bagne, a fait reconstituer une chiourme en vrai. On marque le client d'un numéro, on lui met de faux fers, des garçons déguisés en forçats prennent la commande, boulet au pied, à savoir un nouméa, une absinthe, ou un boulet, un boc, et au mur, il y a des tableaux qui représentent les communards au bagne. Dès que le verre est vide, on est expulsé sans ménagement vers la sortie pour pouvoir reconsommer après, selon le cérémonial d'une fausse levée d'écrou, ce qui fait qu'on se retrouve à faire la queue pour continuer. Car les gens adorent, et il y a foule les premiers jours, qui voit Lisbonne poursuivre son boniment dans la rue. Car toutes les 2 heures, il vide tout, il prend l'ensemble des garçons et déguisé, il fait le tour de la place Pigalle avec l'orphéon, le corps de chasse, etc., etc. Il chante des chants révolutionnaires et il ramène des gens dans le cabaret. Donc vous voyez le rapport entre espace clos et espace de la rue. Si on fait ça tout à l'heure, vous voyez à quel point l'hôtel de police va se révéler en fait gênant. Et ce n'est pas une blague du coup. Hein. Donc, les soirées s'écoulaient au milieu des rires et des boutades. Quand, après le loto, parce qu'il faut organiser, la salle s'était à peu près vidée, la troupe sortait avec une grosse caisse et des bigophones et faisait en jouant le tour de la place Pigalle afin de ramener des clients, ce qui ne manquait jamais. Évidemment, le cabaret a son journal, la Gazette du Bagne, à réfléchir aussi dans les tables rondes sur le support imprimé ou YouTube du cabaret, YouTube aujourd'hui, mais je pense que l'imprimé a toujours sa place dans la culture d'aujourd'hui. Et évidemment, 6 mois plus tard, le bail de Lisbonne n'est pas renouvelé et il doit déménager, puis fermer définitivement, ce que je vais bientôt faire parce que Camille est en train d'aiguiser son couteau. Celui-ci ne se décourage pas, je parle de Maxime Lisbonne, pas de Camille, et crée en 1888, boulevard de Clichy toujours, le cabaret des frites révolutionnaires. 4 estafettes à cheval, alors les garçons servent, déguisés en Louis-Philippe, Napoléon III ou le général Boulanger. Puis le cabaret des ratapoils, qui était ratapoil, un genre satirique créé par Daumier. C'était le nervi du pouvoir, hein, celui qui tabassait les manifestants. Il invente, pour les frites révolutionnaires, la livraison rapide de frites à domicile, c'est-à-dire en fait Uber. 4 estafettes à cheval assumeront le service de la correspondance des clients. On écrit beaucoup au café à l'époque, donc on va mettre les lettres à la poste et porteront à domicile la commande de frites révolutionnaires. Alors, qu'est-ce que des frites révolutionnaires? Ce sont des frites, donc plongées dans l'huile. On sort les pommes de terre qui sont frites, on les met dans un cornet, mais attention, c'est là que ça devient révolutionnaire. Le cornet est en fait des chansons imprimées révolutionnaires qui servent de cornet, que l'on déplie, que l'on peut chanter en mangeant ces frites. Alors, si vous allez par exemple au McDo, vous n'aurez pas de chansons révolutionnaires dans votre cornet de frites. Vous aurez des publicités, ce qui est toute la différence entre la culture Tesla et la culture française.
Donc, vous avez donc la taverne de la Révolution française, le casino des concierges, le Jockey Club de Montmartre. Et en fait, ce qui intéresse chez Lisbonne, c'est l'obsession de prolonger l'animation de cabaret dans la rue, tout en lui donnant un tour ouvertement politique. Il trouve encore le temps de publier un journal, L'Ami du Peuple, en copie de l'ancien journal de Marat. Et en 1894, Lisbonne reprend une initiative qu'il a déjà eue en 86 et lance une authentique bande de SDF, de mendiants des rues, qu'il monte en brigade et il les lance à l'assaut des grands boulevards avec mission de réquisitionner les assiettes aux terrasses des cafés. Nous avons faim, réquisition de la misère. Et donc, évidemment, avec leur mauvaise conscience, les consommateurs ont du mal à s'opposer. Et ce sont de vrais clodos. C'est-à-dire des clodos qui sentent mauvais, quoi, qui ont des maladies, etc. Et qui foncent aux terrasses et qui prennent et qui embarquent. Alors évidemment, la police intervient. Donc, tout ça se replie sur l'Élysée-Montmartre. L'Élysée-Montmartre, où aura lieu le bal des Quatzars, avec cette fameuse sortie d'atelier qui provoquera les fureurs du sénateur Béranger et le procès des Quatzars et l'insurrection du quartier latin en 1893 avec la mort d'un étudiant. Mais ça, je voulais faire mon introduction là-dedans, je voulais faire mon propos là-dessus et Camille Payet me l'a interdit en me disant on ne va pas parler des Quatzars parce que tu as déjà beaucoup trop à dire et puis de toute façon tu as dépassé ton temps. Et donc en fait, je suis une victime de la censure et donc je suis obligé de vous dire libérez-moi! Libérez-moi! Et donc, c'est par cette libération que, justement, les clodos, donc Michel Zévaco, le père de Pardaillan, et Maxime Lisbonne vont se replier sur l'Élysée-Montmartre, cette fameuse salle, ils vont s'enfermer, ce qui fait que la police va vouloir rentrer de force, il va y avoir bagarre, et ils vont organiser un bal des Biffins qui va durer toute la nuit jusqu'à ce qu'on les expulse. Alors, mon propos, évidemment, là s'arrête à ce moment-là, parce que je ne peux pas aller plus loin en termes de démocratisation, d'acculturation, de grande confusion générale qu'un bal des Biffins à l'intérieur de l'Élysée-Montmartre, si ce n'est quand même que Maxime Lisbonne garde une actualité d'aujourd'hui et en même temps, cette réflexion sur le lieu où l'on boit, le lieu où l'on parle, car le café est le lieu, comme dit Pascal Horry, le lieu où la parole a la parole. Et ça, Pascal Horry dit ça dans la préface de mon modeste ouvrage dont Camille a parlé tout à l'heure, et je trouve que c'est une phrase qui vaut tout le reste de l'ouvrage. Le lieu où la parole a la parole. Et donc derrière, tout est à inventer, et je terminerai par l'évocation de mon ami Romain, qui en ce moment tient les becs à vin à Orléans, et dont un des projets est d'organiser la descente d'un fût à l'ancienne en gabarre pour percer le fût dans l'espace public, devant le cabaret, en fait, sur l'ancien port fluvial d'Orléans, en chantant des chansons bachiques, des chansons à boire, parce qu'on aime à rire, on aime à boire, et on aime évidemment à lutter comme nous. Merci beaucoup.